Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Kevin. Eh bien bonjour, bonsoir, bienvenue pour ce 188e SNC déjà. On n'est pas loin des 200, ça va être un cap assez symbolique, on s'en approche de plus en plus. Comme vous le voyez, cette émission est diffusée, mais n'est pas diffusée en direct pour une fois. Alors on tient à s'en excuser, c'est les problèmes aussi du bénévolat que nous impose, auquel tout le monde se contraint autour de la table, et des fois ça colle pas avec les emplois du temps de chacun. Donc on a réussi un peu à enregistrer cette émission en amont, histoire que vous soyez pas sans débrief pour cette semaine, et ça aurait été dommage de ne pas avoir de débrief parce que Saint-Étienne a gagné, Saint-Étienne s'échappe, Saint-Étienne est enfin seul leader de Ligue 2, ça aurait été vraiment dommage de ne pas marquer le coup avec un débrief. Alors comme un bon coureur du Tour de France s'échappe et prend la tête du classement général, on m'a mis des cadors, une sacrée équipe, parce qu'on s'échappe pas tout seul dans ce genre de sport, c'est avant tout un travail d'équipe. Et ce soir j'ai la chance d'avoir monsieur Adrien Ponsard avec moi. Comment ça va, Adrien ? Bonsoir, ça va très bien. Un bon dimanche après une bonne victoire des Stéphanois, dans la douleur, mais une victoire quand même. C'est vrai. Bon, rendez compte, c'est vrai, je l'ai pas dit, on enregistre ça dimanche, donc en même temps, vous me direz, avec un match le samedi soir, on n'avait pas non plus beaucoup de choix pour enregistrer, mais on enregistre le dimanche, donc à Saint-Étienne Night Club, on travaille aussi le dimanche, et on vous a même gâté, vous l'avez vu avant, on a un nouveau générique qui dépote, et dont vous nous ferez les retours, on compte sur vous là-dessus. Et enfin, il était notre expert mercato tout l'été, vous l'avez adoré, toutes les émissions où il était là, c'était des records d'audience. Alors lui il dit que c'est pour le mercato, nous on pense très sincèrement que c'est pour sa douce voix. Il est maintenant autour de la table assez souvent avec nous, c'est Clem. Comment ça va, Clem ? Merci Kevin pour cette belle introduction. Écoute, ça va très bien. Bonsoir à tous, bonsoir aux gens qui nous écouteront lundi soir ou en replay plus tard. Très content de faire ma première et de rejoindre l'équipe du SNC en tant que chroniqueur. Ça va permettre de parler un peu plus terrain. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de venir ici pour parler vraiment pur football, mais ça va être très sympa de le faire. C'est vrai que t'étais un peu le jeune, tu sais, le mec des équipes de jeunes qui vient faire un ou deux matchs, un ou deux bancs dans la saison. Et là, ça y est, quoi, tu confirmes. T'es un peu. Je suis avec les grands. T'es peut-être notre Paul Aymar à nous, hein. Je sais que tu vas nous en parler tout à l'heure, donc peut-être une carte à jouer aussi pour lui et pour toi cette saison, c'est clair. J'espère. Bon, allez, vous connaissez le programme, on va parler du match de ce week-end. Après, on va parler, bien sûr, comme je viens de le dire, du dossier Paul Aymar, mais surtout du dossier du milieu de terrain qui a bien animé cette semaine autour de Saint-Étienne. On fera un petit point sur la Ligue 2 et donc cette échappée des Verts. Et enfin, on parlera du choc, on va dire, du choc des relégués entre Saint-Étienne et Reims. On y va tout de suite pour le débrief du match. Active Saint-Étienne Night Club, le débrief. Donc, vous l'aurez compris, hein, cette semaine, pas de chat, donc on n'aura pas vos retours. Vous pouvez quand même donner votre avis, bien sûr, on lira tout a posteriori. Mais du coup, messieurs, vous allez devoir être un peu plus au travail, vous allez devoir parler encore plus, vous allez enfin pouvoir faire des longs monologues sans être interrompu par le chat, qu'on aime tant. Donc je vais devoir commencer par la question classique de tous les débriefs. Adrien, est-ce que tu as pu voir ce match en direct ou en replay, et qu'est-ce que tu en as pensé en quelques mots ? Alors, je l'ai vu en direct, j'ai eu la chance de le voir en direct. Alors, ce que j'en ai pensé en deux mots, une première mi-temps timide, pas trop d'occasions de but. Il a fallu prendre ce but en fin de première mi-temps pour se réveiller. Les 20 premières minutes de la seconde mi-temps ont été parfaites parce qu'on marque les deux buts. Mais bon, si tu veux monter, il ne faut pas jouer que 20 minutes sur un match, il va falloir qu'ils en mettent un peu plus sous le pied. J'ai trouvé une bonne rentrée de Mijalovic, c'est ça, non, le jeune milieu, Ouais, qui fait une très bonne rentrée. Mijalovic, voilà, qui fait une très bonne rentrée, qui a amené du tonus. Et sinon, ce qu'on va retenir, c'est surtout la victoire. Ouais, c'est clair. Il y a eu des bonnes entrées, ça c'est clair que c'est un truc dont on va parler très probablement dans le débrief, ça va venir forcément naturellement. Miladinovic, Tassin aussi qui a fait une grosse rentrée. Ouais. Clem, toi ce match, t'as pu le voir, t'en as pensé à peu près la même chose, toi aussi t'as trouvé une sorte de calme en première mi-temps avant le réveil ? Ouais, j'ai pu le voir en direct, bien sûr. Très content de la victoire déjà, forcément. Et en quelques mots, on peut dire que oui, le réveil est venu du banc, hein, clairement. Il y a eu un avant et un après.
Et comme l'a dit Adrien, les 15-20 premières minutes de la seconde période ont été, euh, ont été bonnes, pas parfaites, mais surtout intéressantes dans l'envie, dans l'intensité qui a été mise. Et ça, on en reparlera, mais Miladinovic, pour moi, n'y est vraiment pas étranger. Et j'ai vraiment adoré son entrée en jeu. C'est vrai qu'il faisait pas forcément partie des cartes qu'on attendait tout de suite, hein. On le pensait mis au placard un petit peu, mais il aura lui aussi peut-être quelque chose à jouer cette saison. Vous avez sûrement pas manqué, messieurs, la déclaration d'Orneland après le match en conf qui dit que c'est peut-être le pire match que Saint-Étienne ait fait sur cette saison. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Clem, toi qui... Alors, la pire première mi-temps, je suis d'accord. Ouais. D'accord. Je pense que la mi-temps, la mi-temps était vraiment pas bonne et qu'il n'y a pas d'équivalent sur cette saison. Après, sur l'ensemble du match, c'est dur à dire. Je dirais pas forcément parce que on a quand même 25 très bonnes minutes. Après, on retombe un peu sur un faux rythme. Un faux rythme qui me fait beaucoup penser à ce qu'on a connu après la première journée à Laval, ce qu'on a connu il y a 2 semaines contre Grenoble, même si là, du coup, il y a pas ce but à la fin qui vient nous mettre un coup et au final, c'est nous qui repartons avec les 3 points. Mais dans le contenu, il y a quand même une séquence sur ce match, un temps fort qui était vraiment intéressant à mon goût. Donc de là à dire que c'est le pire match de la saison, je sais pas, je suis pas forcément d'accord. En tout cas, la première mi-temps, ça c'est sûr, était vraiment pas bonne, à oublier. Et oui, là pour le coup, je pense qu'on peut dire que c'est la pire mi-temps de la saison de la Saint-Etienne jusqu'à maintenant. Trop exigeant, monsieur Orneland, Adrien, tu penses? Euh, oui, il est exigeant, c'est sûr, mais et dire que c'est la pire des premières mi-temps, non, parce que celle de Boulogne était bien pire, je trouve, pour moi. Après, si on met pas de l'intensité dans le jeu, comme on a pu le faire pendant les 20 premières minutes en seconde mi-temps, c'est sûr qu'on risque de galérer souvent. Mais de là à dire que c'est la pire des mi-temps, pour moi, je suis pas d'accord. Après, il est très exigeant. Puis on le voit, lui, sur le banc de touche, il est toujours en train de gesticuler, il veut pousser ses joueurs. Mais quand il te manque un joueur comme Moefek au milieu qui amène du dynamisme, c'est compliqué. On l'a vu d'ailleurs avec je me souviens plus du nom du petit jeune qui a joué au milieu, qui est sorti à l'habitant. On Alors, voit qu'il a pas le même rendement que Moefek. oui, je vais m'y risquer. Gadek-Beku, ouais. Gadek-Beku, parce que c'est toujours un Voilà, problème. ouais. Quand il y a plus de consonnes que de voyelles, moi j'ai toujours un peu de mal. Mais, mais oui, c'est vrai qu'il va nous donner du. S'il s'installe dans le. Je préfère, tu vois, que Aymar ou Miladinovic s'installe dans le 11, c'est plus facile à prononcer. Ouais. Ou alors qu'il joue les semaines où je débriefe pas. Parce qu'à chaque fois, c'est une galère. Mais c'est vrai. Moi, je vous trouve un petit peu. Moi, je l'ai trouvé un petit peu sévère quand même, Orneland, parce que mine de rien, il y a quand même eu pas mal d'occasions, hein. J'affiche les stats à l'écran, il y a quand même eu 16 tirs pour Saint-Étienne. Ok, il y en a eu 12 pour Clermont. On a manqué de réalisme, il y a 2-3 grosses occasions quand même. Je pense à Cardona, celle où il se retourne dans la surface là tout seul. Ouais, ouais. Mais on sent quand même que Clermont nous a posé des problèmes. Comment tu qualifierais ça, toi, Adrien? À ton avis, comment Ouais. ils ont fait pour nous poser autant de problèmes? Parce que c'est pas forcément une équipe qui a joué non plus tellement bloc bas ou quoi que Alors, ce soit, quoi. Mais non, c'est pas une équipe en plus qui marque beaucoup de buts non plus, ouais, parce que c'est une équipe qui défend beaucoup, j'ai trouvé, moi, Clermont. Mais sur ce match-là, après, c'est pas un derby comme Saint-Étienne-Lyon, mais ça reste quand même un derby. Et on sait que toutes les équipes qui vont jouer contre Saint-Étienne cette année, ça va jouer en bloc assez resserré. Mais par contre, j'ai trouvé que ça allait très vite. Et j'ai bien apprécié le petit Fakili de Clermont, qui était d'ailleurs formé à Saint-Étienne, qui est passé par Andrézieux et qui a terminé à Clermont. Et j'ai trouvé quand même qu'ils avaient du peps devant. Ils avaient quand même des bons joueurs comme Saïd aussi, qui était pas mal. Campan qui marque le but. Après, il va falloir s'attendre à avoir des matchs compliqués de toute façon toute la saison, hein. On va être attendu et ça va être ça constamment. Clem, on a vu des adversaires qui jouaient très physique, des adversaires qui jouaient avec le bus derrière pour l'instant. Clermont est arrivé avec un autre style, alors ils étaient à domicile. Est-ce que tu partages l'avis d'Adrien sur ce qui a pu nous poser problème? Est-ce que pour toi c'est Clermont qui nous a fait déjouer ou c'est vraiment juste nous qui avons été en deçà? Il y a toujours un peu des deux, évidemment. Après, pour le coup, je pense vraiment que Clermont a un effectif un voire deux crans au-dessus de toutes les équipes qu'on a affrontées par rapport de ce début de saison, quoi. Tout simplement, quand je vois les joueurs qu'il y a, on parle de Gastien, de Bamba, de Hunou,
Tu as des joueurs, notamment au milieu de terrain, qui sont des joueurs de ballon, qui ont des matchs de Ligue 1. On est quand même sur une équipe avec des profils intéressants, comme l'a dit Adrien, le petit Fakili, j'aime bien. Axel Camblin, je l'ai beaucoup vu avec Valenciennes la saison dernière, j'aime bien aussi. La charnière centrale, c'est costaud. Il y a une équipe qui est sympa, en fait, du côté de Clermont, plutôt en termes de joueurs. Alors, je trouve pas que ça joue particulièrement bien au vu du matériel à disposition, mais forcément, la qualité de l'adversaire est supérieure. Donc, même si ça défend fort avec un bloc resserré qui protège bien l'axe, etc., au bout d'un moment, quand ça part en contre derrière, tu as des vrais joueurs de ballon, quoi. Donc, forcément, tu peux pas laisser certains espaces que tu pouvais laisser peut-être sur les semaines précédentes, et tu as eu chaud sur certaines actions. Moi, j'aurais envie de louer plutôt la qualité de l'effectif de Clermont, qui, sur le papier, me semblait assez intéressant, et ça s'est confirmé sur le terrain. Et globalement, je pense, j'ai pas peur de dire que c'est un des meilleurs effectifs de Ligue 2. Alors, je dis pas que ça finira top 3, mais je les vois être dans la course pour le top 5, quoi. Voilà, je les vois être dans la course. Je les vois être dans la course, clairement. C'est une équipe qui a des joueurs sympas, voilà, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que quand on voit les effectifs de Rodez, de Laval, de Grenoble, avec beaucoup de joueurs qui viennent des étages inférieurs, etc., là, Clermont, tu as un effectif avec des valeurs sûres, des mecs qu'on connaît, des bons joueurs de ballon, donc forcément, ça nous pose plus de problèmes. Moi, c'est ce que je retiens globalement. C'est ça, dernier mot sur Clermont avant de repartir sur Saint-Étienne. Adrien, tu les vois aussi potentiellement être. Ouais, moi aussi, je les vois dans le top 5, ouais. Ouais, ils ont vraiment une équipe, ça se projette vite de l'avant, ça va vite. C'est Puis solide. quand même aussi, on n'a pas parlé d'Henri Célé aussi, qui était à Saint-Etienne, malgré sûr, ouais. qu'il a un certain âge, mais c'est quand même un très bon joueur aussi, hein. Oui. Donc, mais après, c'est vrai que sur la deuxième mi-temps, franchement, ils nous ont pas mis en danger. On était en danger sur la première mi-temps, on a su gérer en deuxième mi-temps les temps forts de Clermont, pardon. Mais voilà, c'est une équipe qui a du potentiel et qui va faire mal cette saison, oui. Oui, je pense qu'ils vont en faire des jouets. Ils vont en faire des jouets quelques-uns, c'est sûr, au moins à domicile. On va quand même revenir sur Saint-Étienne, parce qu'on est quand même là pour ça. C'est pas le Clermont Night Club. Mais il fallait quand même les saluer, parce qu'ils nous ont offert une belle opposition. Et malgré que les 20 minutes d'accélération aient suffi. On va parler quand même des tops et des flops, on va dire, pour les citer comme ça. On a vu beaucoup l'avantage d'un match un peu déséquilibré comme ça, où il y a une première mi-temps où ça n'a pas trop joué, une deuxième où on a accéléré 20 minutes, c'est que vous allez pouvoir me citer, messieurs, des joueurs qui vous ont déçus et d'autres qui vous ont plu. Alors les remplaçants sont un peu exemptés de vos lauriers, puisqu'on va en parler après. Mais dans l'effectif qui a foulé la pelouse ce week-end, est-ce que tu as des joueurs qui t'ont déçu ou d'autres qui t'ont plutôt plu, Adrien? Alors moi, les joueurs qui m'ont déçu sur ce match, alors je dirais Ben Old, qui n'a pas été, Pas son avantage. pas son avantage. Le jeune milieu de terrain, qu'on ne dira pas son nom, parce que c'est assez compliqué, il m'a un petit peu déçu. Et moi, je l'ai trouvé, enfin pas faible, mais qui était pas dans le jeu. C'est le latéral Ferreira. Ouais. Ferreira. J'ai trouvé qu'il a eu quand même du mal, hein. C'est peut-être son premier mauvais match depuis qu'il est là. Ouais. Là, il a vraiment pas des passes à 2 mètres qu'il ratait. À comparer de Lamba, de Nadé et Bernauer sur le côté, c'était quand même autre chose. Et d'ailleurs, il s'est fait prendre de vitesse à chaque fois. On l'a vu plusieurs fois, c'était assez compliqué pour lui. Ça mes 3 flops. Ouais. Ouais, c'est vrai que Hold, lui, a peut-être l'excuse de ne pas avoir digéré entièrement Je pense aussi, décalage horaire. 48 heures avant, il était en Nouvelle-Zélande pour jouer un match de qualification de Coupe du Monde, il me semble. Donc c'était assez compliqué. Ouais. Ouais, c'est clair que c'était pas un cadeau de lui offrir une titularisation ici. Non, pas là, non. Clem, toi, tu vas t'y risquer peut-être à prononcer Gadegbeku dans tes flops. Ouais. Alors, je mettrais quand même plus en avant niveau flop Hold et Ferreira que Gadegbeku. Parce que Gadegbeku, je pense qu'il souffre du fait qu'on le sorte à la mi-temps. S'il fait 15 minutes comme ça au retour des vestiaires, moi je lui ai mis 4 dans les notations de Peuple Vert qui je pense s'afficheront à l'écran. Mais franchement, par rapport à son entrée en jeu d'il y a 2 semaines contre Grenoble, où au final la seule différence c'est qu'on avait beaucoup plus la balle, moi je lui vois un peu les mêmes qualités et les mêmes défauts. Et Gadegbeku, c'est pas un joueur pour moi que j'aurais attendu, en fait, pour suivre la formation, que j'aurais attendu si vite enchaîner des titularisations en Ligue 2. T'en attendais un autre dont tu vas nous parler tout à l'heure, donc.
Bah plutôt oui. Après c'est pas du tout le même profil. Les gars d'Ekbeku en fait il est là parce que aussi Pierre Ekwa sèche l'entraînement parce qu'on n'a pas recruté de numéro 6. Mais il a des lacunes en fait qu'il n'a pas encore eu le temps de combler parce que c'est un joueur qui a relativement peu joué en National 3 encore. Donc Oui. C'est un jeune il, joueur aussi, voilà, faut ouais, le noter. Hein. Moi, il n'était pas encore taillé pour bah, le monde pro. moi Quoi. j'avais fait une émission avant le début de l'été. Juste après les signatures des premiers contrats professionnels, où je parlais un peu de chaque jeune qui avait signé et Je je me faisais une rappelle. présentation et je faisais une projection sur ce que je voyais pour lui dans les prochains mois. Gadek Beku, je ne le voyais pas faire une seule entrée en professionnel sur le début de saison. El Jamali, oui. Gadek Beku, non, parce que il y avait du monde devant. Au final, ce monde-là n'est plus présent au club, ou alors fait semblant de ne plus être présent au club. Mais ouais, je pense que je le voyais pas spécialement encore taillé si vite pour jouer en pro. Je le trouve encore un peu lent dans certains mouvements avec ballon. Il fait du contrôle passe classique, mais ça met du temps à se mettre en place. Et je trouve qu'il se fait dépasser parfois un peu trop facilement. Il est pas très méchant encore, mais j'ai envie de dire, c'est normal. Sur le but de Clermont, Ouais, il- tu vois le replay 10 fois, il court à côté du gars, il a pas Il le. prend ça. du gars, ouais. C'est ça, il court un peu dans le vide. Alors après, pour le coup, c'est un peu le seul qui court aussi sur l'action. On peut quand Oui. même pas lui retirer C'est ça. vrai, ouais. Mais ouais, au final, je l'attendais pas si vite, si haut. Et c'est vrai qu'avoir un 6 devant lui, ça aurait peut-être pu lui rendre service. Après, en enchaînant les matchs, il y a des trucs qui vont se Oui, gommer, évidemment. il lui faut du Mais temps. voilà. Pour l'instant, j'ai pas envie de l'accabler, en fait, parce que tout simplement, je l'attendais pas, en fait, déjà à ce niveau-là, si vite. Et pour Holt et Ferreira, Holt, on en a dit, revient de sélection, c'est pas évident, même si je pense pas qu'il nous sera d'une grande utilité cette saison. C'est mon avis que j'ai depuis un certain temps. Et Ferreira, je suis persuadé que c'est un bon joueur, un très bon joueur même. Simplement, là, depuis 3 matchs, moi, il m'agaçait un peu sur une certaine suffisance. Et là, il est totalement passé à côté, pour le coup, Ah même oui, carrément, techniquement, ouais. avec des erreurs assez flagrantes. Alors, ses centres sont bons, il n'y a pas de problème. Mais avant de faire des centres intéressants, s'il pouvait juste assurer des passes À 3 mètres. à 5-10 mètres, ce serait déjà sympa, quoi. Voilà. C'est clair. Je vous ai pas entendu citer Donc Hold, hein, on est d'accord, hein, le décalage horaire. On a bien compris qu'il y aurait cette histoire de prêt qui s'est pas fait aussi, qui aurait peut-être été salvateur pour lui. Mais bon, il peut peut-être encore dépanner. L'avantage, c'est qu'il est polyvalent il peut jouer à plusieurs postes. Vous n'avez pas cité Cardona. Il a une passe D, certes, mais moi je l'ai trouvé. Encore une fois, là, ce qui était sa force avant, je vais me tourner vers toi, Adrien, parce que c'est toi l'attaquant de la bande. Mais ce qui était sa force il y a 2 ans, sur la finition, sur l'instinct du but, là, Là, c'est vrai qu'en ce moment, il est pas. On sent pas l'instinct du buteur pour le moment. Il est vrai que et on le voit plus passeur que buteur. Je crois qu'il a qu'à un but depuis le début de saison, il me semble. Ouais. Il est Deux pas... déjà. Deux, Deux buts, ouais. Ok, attends, pardon. 2 buts, ouais. Mais c'est vrai qu'il est plus passeur et on sent qu'il a un peu plus de mal. Alors, il est volontaire, hein, il se bat. il est volontaire. Il y a beaucoup, il fait énormément de courses, donc il laisse beaucoup d'énergie sur ça. Mais c'est vrai que sur l'occasion qu'il a hier, il y a 2 ans, voire 1 an, il la met au fond. Là, pour le moment, je le trouve moins finisseur. C'est vrai que mais il a une grosse débauche d'énergie par contre, il court partout. On le voit d'ailleurs sur un moment en première mi-temps, il fait une remontée sur le petit d'ailleurs Fakili ou le petit Oussaïd qui part au but. Quand Nadé intercepte la balle, il fait quand même une course de 80 mètres pour revenir défendre. Donc, il compense par sa vélocité au niveau défensif. Et c'est vrai que ça lui manque un petit peu au niveau de la finition, quoi. Ça, on peut s'en féliciter quand même. Hein. Je veux dire, il y a les attaquants, quand ils perdent la confiance, ils ont tendance à baisser la tête, mettre les mains sur les hanches et puis attendre que ça passe. Lui au moins, il compense, il essaie de compenser. Voilà, il essaie de compenser. Voilà, il abdique pas. Alors, il va finir par marquer. Après un attaquant, dès que du moment où il prend confiance, il va les enfiler comme des perles. Après, La bouteille de ketchup. Voilà, il va les enfiler comme des perles et ça va s'enchaîner. Là, pour le moment, il est dans un coup un petit peu moins bien et voilà, il compense par ça. Il travaille défensif. Et je pense que c'est ce que lui demande le coach Ordeland aussi. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il est vraiment sur cette aile-là et je pense que c'est là qu'il sera le plus utile pour l'instant. On va aussi dire des points positifs. Alors, on va venir sur les changements juste après, mais avant, je voudrais quand même qu'on parle de 2 joueurs, allez, peut-être 3 même, qui m'ont paru
pour une fois dans un bon jour, ou pour habitude, pour certains. Pour une fois, plutôt pour l'Arseneur qui... moi, je trouve que déjà, rien que la parade à la deuxième, je crois que c'est à la deuxième minute où il sort une claquette... sur un super arrêt, oui. Une claquette exceptionnelle au début. On a aussi Boakier, je pense qu'il faut quand même qu'on parle un petit peu de ce brave jeune homme. Qui a été un peu inefficace, qui en a vendangé une ou deux, mais qui sait répondre présent pour être là quand il faut. Et si on veut toucher 2-3 mots aussi de Mahmoud Jaber, qui moi je trouve, c'est pas trop ressorti je trouve sur les réseaux quoi que ce soit, mais moi j'ai trouvé sur la... Tu parlais tout à l'heure Clem de Gadek-Beku qui met des fois du temps sur les transitions à déclencher la passe et tout. Jaber, toutes les transitions rapides qu'on fait, c'est toujours Jaber qui déclenche une passe laser en 2 touches. Je sais pas ce que tu en penses, Adrien, sur ces 3-là, sur un ou deux, même si t'as pas d'avis sur tous. Bokaï, pour moi, il fait un très bon début de saison pour le moment, parce qu'il est à 3 buts et 4 passes décisives, ou 2 buts et 3 passes décisives, donc il fait un bon début de saison. Alors certes, il a des trous pendant les matchs, il prend du temps pour se mettre en route, mais après il est quand même assez efficace devant la cage. Je crois qu'il met que 2 frappes dans le match, donc 2 frappes cadrées, un but. Ouais, c'est ça. Donc c'est quand même un bon ratio. Après Jaber au milieu de terrain, moi je le trouve vraiment, pour moi il est impressionnant. Moi vraiment c'est un très très bon joueur. Comme tu dis, il a des passes qui sont tranchantes, ça perce les lignes, ça va vite de l'avant. Et moi j'aime bien aussi Bernauer. Il a un jeu long qui n'était pas à son poste en plus. Qui n'est pas à son poste, mais il a un jeu long qui est magnifique. À un moment, il fait une transversale sur Cardona, justement, en deuxième mi-temps. Ça, il les aime, ceux-là. C'est millimétré, quoi. C'est vraiment du... Et comme tu dis, il joue à un poste qui n'est pas son poste. Ouais. Et j'ai bien apprécié son interview de fin de match. Il joue où on le demande de jouer. C'est pas du style, non, je n'ai pas envie de jouer ici. Il joue. Il est là pour rendre service à l'équipe, il joue. Il manque du monde, voilà. Ça, c'est des joueurs que j'aime bien parce qu'ils sont... Ils s'adaptent à tous les postes. Clem, les points positifs, tu es à peu près d'accord avec ceux que moi j'ai cités ou ceux qu'Adrien a complétés? Oui, je suis d'accord. Je pense qu'on va évoquer Stassin et Miladinovic après. Juste après. C'est ça. Alors si on évoque ces deux-là juste après, je rajouterai Nadé quand même, que je trouve de plus en plus costaud, qui monte en puissance et qui au final, comme chaque saison, on dit qu'il va se retrouver sur le banc et au final, c'est presque le meilleur derrière qui remporte tous ses duels et qui est impérial. Il y a cette erreur sur le premier match à Laval, mais depuis, franchement, il est quasiment impeccable. Voilà, donc à souligner aussi, mais je suis d'accord avec tous vos tops que vous avez cités auparavant. C'est bien, on a mis plein de petites médailles, plein de petites gommettes vertes à tout le monde. Tout le monde va pouvoir être content. Sauf 3, bien sûr, qu'on a cité tout à l'heure. Et on va en parler, parce que c'est là le vrai fait de jeu de ce match, c'est les remplacements. Faut savoir que à la mi-temps, du coup, sont rentrés Miladinovic et Stassin, pour ceux qui n'ont pas vu le match, et qui ont complètement changé la physionomie du match. Alors Miladinovic dans une moindre mesure, vous allez sûrement en parler, messieurs, mais Stassin qui signe enfin son grand retour sur le devant de la scène avec un but, une passe décisive, et un but comme il sait le faire de Renard, et une passe décisive tout en lucidité. Adrien, si on parle de Stassin, je suis obligé de te laisser la main parce que c'est toi qui vas le mieux en parler. On a vu ce que c'était un vrai avant-centre, un vrai buteur. C'est impressionnant quand il est dans les rails. Quand il est dans les coups, quand il sent vraiment bien, franchement, on a une attaque et une attaque de feu, il faut reconnaître. Entre Cardona, Stassin, Bourcaï, Defus. Mais c'est vrai que Stassin, sur ce match, l'entrée qu'il fait, déjà, il s'est mis au diapason tout de suite. On l'a vu tout de suite sur les efforts et tout. Et le but qu'il marque, l'appel de balle qu'il fait, c'est vraiment... Et puis il anticipe la sortie du gardien. Il va pas essayer de mettre une grosse frappe, il met un tout petit piqué. C'est vraiment l'instinct du buteur. C'est vraiment le finisseur qu'on recherchait. On l'avait trouvé la saison dernière. Et ce qu'il y a de bien, c'est que depuis le moment où on parle de son transfert, ça a pu le perturber. Et apparemment, au contraire, non, ça le motive encore plus. Il a dit, voilà, il a Saint-Etienne. Il a son contrat et il va honorer son contrat jusqu'à la fin. Et c'est très bien pour nous.
Ouais, on avait peur du joueur qui boude, mais au final, comme à l'instar de Cardona, du travail défensif. Ah oui, oui, tout à fait. C'est offensif, défensif, ça se voit sur tous les fronts. Et comme tu dis, passeur décisif aussi sur son premier ballon qui touche. Ouais. Donc Et c'est oui. vraiment une très bonne rentrée, Et- ça peut que mettre en confiance. Et là où la passe facile aurait été de remettre sur l'aile, je crois que c'est Cardona qui déborde. Lui, Ouais. il a l'instinct de sentir Boakier dans son dos à gauche. C'est très propre. Clem, on sent quand même Il y a 2 classes d'écart entre. Allez, une à 2 classes d'écart entre Stassin et ses adversaires en Ligue 2. Bah, bien sûr, hein, c'est un joueur de niveau Coupe d'Europe maintenant. C'est une chance inouïe de l'avoir avec nous en Ligue 2. Enfin, il faut juste profiter, je pense. Il faut juste profiter. Remercier Kilmer d'avoir su le garder cet été. Et ouais, profiter de la saison qu'il va nous faire parce que bah, alors et c'est dans son intérêt bien sûr, mais il a l'air impliqué. Et j'ai envie de dire tant mieux pour lui et pour nous. Il a l'air impliqué malgré ce qui s'est passé cet été. Et s'il est dans la bonne mentalité, dans l'état d'esprit qu'il faut, bah, il va faire une très grosse saison, j'ai aucun doute là-dessus. Et ouais, bah, comme disait Adrien, dans ses déplacements, ses mouvements, il a toujours le bon coup d'œil, être dans l'angle mort du défenseur, les appels contre appels, les petits pas d'ajustement. Tout est bon à chaque fois. C'est un attaquant vraiment intelligent. Franchement, ouais, c'est du pain béni de l'avoir avec nous. Et c'est vrai que, alors, même sans lui, on avait une attaque déjà qui était quand même solide. probablement la meilleure attaque de Ligue 2. Voilà, je pense qu'on peut le dire. Mais alors là, avec Stassin en plus, c'est juste incroyable. Enfin, franchement, ouais, au niveau offensif, c'est une attaque de feu, vraiment. C'est magnifique. Donc, Oui. bah, j'espère que tout le monde va rester dans le bon état d'esprit, Stassin y compris. Mais c'est vraiment dans son intérêt, notamment vis-à-vis de la sélection. Et ouais, franchement, si tout le monde est dans le même objectif, bah, il n'y a pas de raison qu'on ne plante pas 2-3 buts à chaque match. Hein. Ça va être un carnage offensivement, je pense. Oui, puis c'est surtout Alors que- lui craignait surtout de ne pas faire la Coupe du Monde, mais s'il met du rythme comme il est en train de le faire et qu'il marque des buts, personne ne dit que Rudy Garcia l'appellera pas en sélection. ça, on Bien l'a dit, sûr, on la l'a dit il y a question, 15 elle se jours. posera, hein. Le mec en Ligue 2, C'est- s'il plante 25 pions. 25 buts, et je pense que Rudy Garcia a un œil sur lui. Alors j'ai eu la chance de connaître Rudy Garcia quand on était à Saint-Étienne, il était adjoint de Robert Nouzaret. C'est quelqu'un qui est très droit et s'il apprend un joueur, il le prendra. Hein. Oui, surtout qu'il n'y a pas embouteillage devant les attaquants belges. Non, non, Sont Belge, non. un petit peu sur la déchéance, on va dire. Donc, Oui, c'est clair. Ouais. voilà, il y a peut-être une carte à jouer pour Stassin et je pense qu'il l'a peut-être compris. En tout cas, ce que son entrée Samedi. nous l'a montré. On va sur l'attaque, vous l'avez dit, on est large puisque on pourrait quasiment faire sortir les 3 titulaires pour mettre les 3 remplaçants. On serait toujours une des meilleures attaques de Ligue 2. Mais il y a un secteur où on est un petit peu moins large et on va faire un focus là-dessus. C'est sur le milieu de terrain. Messieurs, sur le milieu de terrain, un trio de tête qui se dégage: Tardieu, Jabber, Mouefek. Mais on le sait, Mouefek c'est fragile. Derrière, il y a qui? Miladinovic, Gadek-Bekur, Edjamali. On peut compter Pierre Ekwa si un jour il décide de sortir de sa grève de la faim. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas y compter. Et puis lui, il ne compte même plus non plus, je pense. Parce que le jour où il va revenir à Geoffroy Guichard, ça va lui faire drôle, je pense. Tiens, je voudrais un avis là-dessus. Toi qui as côtoyé les vestiaires professionnels, Adrien. Un joueur, peut-être, j'allais dire à ton époque, ça existait peut-être même pas tant de bouder comme ça. Non, ça n'existait pas. Non. Mais admettons que ça puisse exister. Comment même pour le vestiaire, moi j'y pensais ce week-end, je me dis mais en fait même il revient, les collègues ont plus envie de jouer avec ce gars-là, quoi. Ça va être compliqué pour lui. Après, peut-être qu'il s'entend bien avec certains joueurs, mais il y aura d'autres joueurs où ça sera compliqué. Surtout ceux qui jouent au milieu. Parce que les gars comme Mijailovic, qui joue, qui a fait un très bon match hier, si on fait venir Ekwa et qu'on le remet tout de suite dans le bain, qu'est-ce qu'il en pense, Mijailovic? Il va pas être très content, et je pense que d'autres joueurs aussi, même comme Mouefek. Voilà, comme on dit, on a un trio pour le moment, c'est Tardieu, Mouefek et Djaber. Mais il faut bien compter Mijailovic aussi dedans, après la prestation d'hier. Donc, ça va être compliqué pour lui de revenir. Mais je pense pas qu'il ait la tête à revenir. Sincèrement, je pense pas. Après, il y a eu le départ de Bouchouari aussi, qui est à mettre dans la balance. Alors même si Miladinovic revient dans l'équation, Clem, toi tu penses que
le fait de bloquer quoi, on en a déjà parlé à la fin du mercato, hein, que c'était juste, je pense, pour servir d'exemple, de montrer ça pouvait marcher pas avec Saint-Étienne, ce genre de méthode. Bloquer quoi, faire partir Bouchouari, est-ce que pour toi c'est peut-être une erreur de Kilmer sur cette fin de mercato? Alors bloquer quoi du coup, vu ce que tu viens de dire et ce qu'on avait déjà évoqué, c'est vrai, sur la dernière émission du mercato. Je pense qu'au Pour niveau de moi, non, l'image, c'est important. c'est ça, c'est vraiment très important, c'est tout sauf une erreur. Faire partir Bouchouari à un an de la fin de son contrat avec une blessure au dos et un joueur pas dans le projet, Il y a un bon montant. c'est pas non plus une erreur. Ouais, en plus bien vendu, hein, c'est vrai, bien vendu. Ouais, bien vendu, 4 ouais. millions plus un de bonus. Bah, tu fais une vraie plus-value sur un joueur qui a un an de la fin de son contrat et qui certes a rendu des services, mais n'a jamais eu des vraies stats et n'a jamais été non plus le leader de l'AS Saint-Etienne sur 6 mois ou une saison. Donc oui, c'est plutôt bien vendu. Donc faire partir ces deux joueurs-là, enfin du moins en bloquer un et faire partir l'autre, pardon, je trouve pas que ce soit des erreurs. Après, c'est vrai qu'un renfort n'aurait pas été de trop. Pour autant, je pense pas que ce soit un raté mercato. Tu crois en les jeunes, toi? Tu crois Ouais, j'y crois. Encore plus depuis que les discussions ont repris pour Paul Aymar et que du coup les choses avancent bien. Encore plus maintenant que Miladinovic a l'air de se bouger un peu. Et Gadek Beku, on a dit que c'était limite, machin. Je pense que c'est quand même un joueur qui va progresser. Oui, mais ça El peut faire le Jamali, tampon, même si c'est El Jamali, même si c'est pas là qu'il a fait ses meilleures apparitions, je le trouve très intéressant aussi. Je pense qu'on a la matière et que là, on a surtout vécu une situation assez exceptionnelle où t'as Mouefek qui est blessé, ça c'est pas exceptionnel, mais où t'as du coup Mouefek qui est blessé, Tardieu qui est malade et Jaber qui Ouais. était incertain par rapport Parce au choc qu'il avait reçu. C'est ça, on a transpiré cette semaine. C'est Jusqu'à ça. la dernière minute, on pensait qu'on avait aucun des 3 titulaires, donc C'est ça. Oui. Il y a un monde où le milieu de terrain, c'était Gadek Beku, Benold et Miladinovic, par exemple. Hein. Ça aurait pu exister. Donc là, c'est vrai que là, tu te dis, c'est quand même très très short. Mais pour autant, c'était une situation exceptionnelle. Que tu aies un des trois, Tardieu, Jaber, Mouefek, qui soit blessé, ok. Deux des trois à la limite, mais les trois, c'est une situation qui se reproduira jamais. Heureusement, du coup, c'est tombé pendant la trêve. Sinon, on aurait été un peu dans la mouise pour il y a une semaine. Mais là, franchement, ouais, c'était plutôt plutôt de la malchance que tout tombe en même temps, je pense. Ouais, alors tu l'as dit, hein, la bonne surprise Miladinovic, hein, qui a plus joué en une mi-temps que toute la saison dernière. Que toute la saison dernière, ouais. Il a été plutôt juste, hein, on l'a un peu encensé tout à l'heure sur le fait qu'il... Tu l'as dit, Clem, il a un peu rebattu les cartes. Hein, il a peut-être coché son nom sur la feuille de match en cas d'absence. Mais avant qu'on dresse un bilan final, on va dire, sur ce milieu, Clem, j'aimerais bien que tu nous parles quand même de Paul Aymar, parce que c'est quand même un des plus gros espoirs du centre de formation de Saint-Étienne. En tout cas actuellement. Pendant longtemps, on a dit, encore une fois, dans les bilans mercato tout l'été, que ça semblait compliqué de le prolonger, avec des histoires d'agents, d'entourage, etc., qui étaient compliquées. Et puis finalement, cette semaine, là où on était dans la tourmente du milieu de terrain, on apprend que peut-être que finalement, on serait en bonne voie pour le prolonger. Alors dis-nous tout. C'est ça, c'est une information peuple vert. Alors les discussions, elles avaient démarré déjà il y a plusieurs mois. Le club l'avait fait s'entraîner avec les pros sur la fin de saison dernière pour essayer de le convaincre. Tout avançait plutôt positivement jusqu'à ce que il y ait l'Inter Milan et Manchester United qui arrivent sur le dossier avec des propositions salariales bien sûr beaucoup plus avantageuses. Donc le dossier a clairement patiné. Bloqué tout l'été même, on peut le dire. C'est pour ça qu'il a été mis de côté, mis à l'écart et à disposition du groupe formation, mais uniquement pour les entraînements dès, je crois, la fin du mois de juillet. Donc voilà, les choses semblaient vraiment mal embarquées. Mais là, retournement de situation, les discussions ont repris et avancent bien. Et tout le monde a l'air plutôt optimiste pour que ça se boucle dans les prochains jours, les prochaines semaines. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le joueur veut absolument signer son premier contrat pro avec Saint-Etienne. C'est sa volonté, elle est claire et nette depuis le début des discussions. Et là, il n'y a aucun doute là-dessus, vraiment. Donc tous les gens qui se sont enflammés sur les réseaux pour dire mentalité...
Ça, franchement, c'est honteux. Insulter un gamin de 17 ans, alors déjà, insulter un gamin de 17 ans qui veut partir de son club formateur, alors critiquer, je peux concevoir, mais insulter déjà, c'est fort. Ouais. Alors, en plus, le gamin n'a jamais voulu partir, donc franchement, il faut se calmer sérieusement. Et tout simplement, c'est une personne de son entourage qui voulait le faire partir, soit à Milan, soit à United, soit dans un autre gros club européen. Et étant donné que le joueur est mineur, il faut l'accord et la signature d'un représentant légal pour qu'il puisse signer. Donc, ce qui bloquait totalement en fait les choses. Là, le joueur arrive bientôt sur ses 18 ans et même dans l'entourage, la réflexion commence à évoluer. Donc voilà, tout le monde se veut plutôt optimiste. Alors, c'est pas encore bouclé, mais en tout cas, les discussions ont repris, ce qui n'était pas le cas sur les dernières semaines. Et voilà, il y a un monde où ça peut potentiellement se faire prochainement. Et franchement, c'est une très très bonne nouvelle. Et après N'Guessan, il y a un an, ce serait un nouveau dossier très très compliqué et très très mal embarqué qui se réglerait. Et franchement, ouais, ce serait top pour le signal envoyé à la formation et tout. Ce serait vraiment génial. Avant de donner la parole à Adrien là, sur ce sujet, tu confirmes ce que j'ai dit, Clem, on parle d'un top prospect, hein, tu as cité des gros clubs qui étaient dessus, donc forcément ça donne des indices. On parle d'un top prospect et on parle d'un joueur qui potentiellement rentre dans la rotation, quoi, au niveau de jeu. Bah, bien sûr. Sur les dernières années à Saint-Etienne, on a eu William Saliba, on a eu Wesley Fofana, on a eu Lucas Gourna. Pour les gens on qui a l'ont eu jamais Mathis vu jouer, Amougou. qui suivent de loin. On a eu Mathis Amougou, on a eu Dylan N'Guessan qui a un peu joué la saison dernière, et on a Paul Aymar. Voilà, c'est aussi simple que ça. El Jamali et Gadek Beku, c'est des très bons joueurs qui étaient pile dans les temps de passage. Aymar et N'Guessan en équipe de jeunes, c'est vraiment un voire deux crans au-dessus. C'est des joueurs qui ont constamment été surclassés, qui sont tout le temps titulaires en équipe de France quand le sélectionneur aligne l'équipe type. Qui marquent très régulièrement en équipe de France de jeunes. Ils ont une cote qui est vraiment très haute. Et alors N'Guessan, il peut y avoir un peu plus de doutes sur son passage dans le monde pro parce que c'est un profil d'attaquant qui n'est pas forcément hyper puissant, hyper rapide. C'est plus un vrai buteur qui flaire les coups. Donc disons que ça va peut-être prendre un peu plus de temps. Par contre, Paul Aymar, c'est un joueur qui me semble quand même très complet. Physiquement, techniquement, un milieu de terrain qui se projette, qui essaie de défendre aussi, qui sait un peu tout faire en fait. A pas l'air embêté avec les blessures pour l'instant. Non, pas spécialement. Donc franchement, oui, tu peux te dire que vu la situation au milieu de terrain, il a une place à prendre et j'imagine que dans la tête de l'entourage, voyant tout ce qui se passait au milieu de terrain, le fait qu'il n'y ait pas de recrues, etc., que la place était vraiment laissée à El Jamali et Gadek Beku, ça a pu faire évoluer aussi les choses. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Merci beaucoup Clem d'avoir éclairci tout ça, parce que c'est vrai que pour les gens qui suivent l'équipe pro de Saint-Étienne, ce qui se passe des fois en réserve ou en équipe de jeunes, ça nous paraît un peu flou. Adrien, toi qui as connu ce monde du football, c'est le mieux pour tout le monde en fait que ce petit jeune fasse son premier contrat pro à Saint-Étienne, fasse ses marques. Bien sûr, surtout qu'il connaît la maison. Déjà, c'est hyper important pour lui. Pour un jeune, c'est dur de partir. Alors certes, c'est l'Inter de Milan ou le Manchester United, mais c'est quand même compliqué de partir à 17 ans dans un autre pays. Après, il a tout pour réussir ici à Saint-Etienne. Il a eu la formation qui a été préparée ici. C'est vraiment, pour lui, c'est le top. Et en plus, on voit qu'il est reconnaissant parce qu'il veut vraiment signer son premier contrat pro dans le club qu'il a formé. Donc déjà, c'est une marque de confiance au niveau du club. Et pour lui, ça peut être que bénéfique. Et comme vous dites, il a toutes ses chances de jouer, d'intégrer ce trio du milieu de terrain où qui pourra nous faire que du bien. C'est un joueur qui est puissant, qui va vite. Donc, non, moi, je pense que c'est une très bonne solution que les discussions ont repris avec la direction et ça peut être que bénéfique pour l'équipe. Oui, et puis même pour sa carrière, ça sera peut-être plus simple de faire sa place à Saint-Étienne en Ligue 2 et de montrer de quoi il est fait plutôt que... Déjà, il aura beaucoup plus de temps de jeu à Saint-Etienne qu'il en aura à l'Inter de Milan ou Manchester United, parce qu'il va falloir qu'il prouve. Parce qu'à Manchester et à l'Inter, il risque d'être barré aussi par le nombre de joueurs qu'il y a. Donc, il est sûr qu'à Saint-Etienne, il aura beaucoup plus de temps de jeu que dans ces clubs-là. C'est clair. Bon, mais dossier à suivre. En tout cas, c'est en bonne voie, donc les choses changent et c'est peut-être pour le bien de tout le monde. On a à peu près tout dit. On n'a pas tout dit parce que si on veut, on pourrait faire plus longtemps là-dessus, mais le temps nous presse et on va quand même devoir parler, de faire un petit bilan de la Ligue 2 et parler du prochain match. Active Saint-Étienne Night Club. Le prochain match. Parler
un petit peu quand même, messieurs, de cette Ligue 2. Les Verts sont enfin, et dimanche soir, vous savez, les mots viennent pas forcément tout seuls. Les Verts sont enfin tout seuls en tête. Alors ils sont en tête depuis quelques journées, mais pour une fois ils sont tout seuls. Il n'y a plus de concurrents à l'égalité de points avec nous. Sur cette, C'est la seule équipe invaincue avec Laval. Est-ce que pour vous, maintenir cette première place, on va dire, Adrien, est-ce que ça passera par garder cette invincibilité pour instaurer un peu la peur, si je puis dire, dans les autres équipes adverses qui vont dire en fait non, ils sont imbattables, c'est chiant, ils ont la baraka quoi. Bien sûr, ça va être primordial de rester le plus longtemps possible invaincu. Et déjà, dès ce samedi-là contre Reims, c'est une mission qui va être, enfin même samedi ou mardi, je me souviens. Non, c'est bien samedi, ouais, contre Reims. Ouais. C'est un match qui est capital. Ouais, toujours le samedi, ouais, c'est clair. Mais c'est un match qui est capital parce que déjà c'est une équipe qui est prétendante à la remontée, Reims, parce qu'il vient de descendre de Ligue 1 comme nous. Et si on met un coup sur la tête de Reims ce week-end, on va mettre un gros coup sur la tête à tout le monde derrière parce qu'on va se dire, bah voilà, c'est 5 matchs, 3 victoires de nul, enfin 6 matchs, 4 victoires de nul, c'est vraiment quelque chose ça me fait penser un petit peu à la saison qu'on a fait nous en 98-99. On est resté invaincu jusqu'après la trêve hivernale. Ouais. Et après, ouais, c'est sûr qu'il y a des moments de fatigue aussi où tu peux pas toujours rester. Mais du moment que tu vas arriver à la trêve, si tu es invaincu à la trêve, il va te rester 4-5 matchs à bien gérer pour pouvoir monter. C'est là après que tu risques un petit peu de te relâcher parce que quand tu es quasiment sûr de monter, que tu as des points d'avance, tu relâches toujours un petit peu l'accélérateur, tu perds des points. Mais c'est vrai que de rester le plus longtemps possible invaincu et mettre la pression à toutes les équipes, ça va être une mission qui est largement à leur portée vu l'effectif qu'il y a. Parce que vu l'effectif qu'on a à Saint-Etienne cette année, c'est quelque chose d'énorme par rapport aux autres équipes. Hein. Quand on voit les équipes comme Rodez, alors j'ai rien contre Rodez, contre Pau, même contre Laval, mais ils peuvent pas rivaliser au niveau joueur, au niveau qualité des joueurs avec nous. C'est très compliqué pour eux. C'est clair. On va parler après du classement en tant que tel, mais sur cette série d'invincibilité, Clem, ça passera par là, donner un peu à tout le monde le sentiment que quoi qu'il arrive, peu importe le scénario du match, Saint-Étienne gagne toujours des points. Oui, c'est important. Après, si par exemple on perd dans une semaine contre Reims, ça sera pas la fin du monde, mais c'est vrai que symboliquement, je pense que ça peut peut-être un peu jouer quand même. Donc plus longtemps on le restera, mieux ce sera. Et notamment à domicile, je trouve que alors, ça me semble pas inenvisageable de dire qu'on peut essayer de viser la saison complète en étant invaincu à domicile. Je pense qu'à la fin de saison, si on a 2-3 défaites à domicile, ce sera vraiment le grand maximum. Donc ce serait beau, par exemple, de finir invaincu à domicile. Après, il ne faut pas non plus que ce soit un objectif, je pense. Voilà, je pense que pour moi, l'objectif, c'est de finir champion de Ligue 2 et de retrouver l'élite. Mais voilà, pour la symbolique, c'est bien aussi de rester invaincu le plus longtemps possible. Et dans ce classement, on a quelques, on va dire, surprises entre guillemets. Le Red Star, Nancy, Troyes, Pau. Clem, toi, c'est ce wagon de tête. On a Reims qui est un peu en embuscade. Montpellier est déjà un petit peu décroché, mais il joue demain, à l'heure où je vous parle. Clem, toi, sur ce classement-là, tu vois des équipes tenir la longueur. On a dit que Clermont aurait une carte à jouer, mais est-ce que tu en vois d'autres qui t'ont convaincu quand même sur le... Alors, Troyes, franchement, même avant le début de saison, je les mettais outsider, entre guillemets, pour le titre, parce que je pense que derrière nous, c'est l'effectif le plus intéressant. Et j'ai regardé le résumé de leur match de vendredi soir. Ça joue. Franchement, ça joue et il y a des vrais joueurs de foot. Et même chez les jeunes, Ivan Titi, Mathis de Tourbet, c'est des vrais profils qu'ils arrivent à mettre en valeur correctement et c'est super intéressant. Après, le Restart, il y a un bon projet aussi. De là à jouer le podium, le top 5, je ne sais pas si ça tiendra sur la durée, mais en tout cas, il y a un vrai projet qui est intéressant. Si ce n'est pas cette année, ça pourrait être sur les prochaines saisons. Après, Nancy, j'avoue que j'ai pas trop suivi ni cette saison ni la saison dernière. Reims, Montpellier, je pense qu'ils seront dans le coup.
sans être flamboyants, mais je pense qu'ils seront dans le coup. Et Pau, ça travaille bien aussi, ça travaille bien. De toute façon, un club qui va chercher Cherfal, pour moi, forcément, ça travaille bien. Mais Pau qui s'est fait cogner à la maison par le Red Star ce oui, week-end. oui. Mais franchement, je pense qu'il y a un effectif qui est cohérent. Après, voilà, pareil, c'est comme le Red Star et Nancy, de là, aller chercher le podium ou à tenir toute la saison dans le wagon. J'ai quelques doutes, mais pourquoi pas. C'est des équipes, voilà, tu as parlé d'équipes surprises. C'est des surprises et le but d'une surprise, c'est que on ne sait pas si elle va tenir la route ou pas sur la durée. Les autres années, ça a été Dunkerque qui jouait ce rôle-là. Et oui, il faut pas oublier Dunkerque qui, selon moi, pour le coup, va être dans le wagon pour la montée. Le temps qu'ils remettent la marche avant. Pour toi, donc le gros trio, c'est Saint-Étienne, 3 et peut-être Reims. Si je devais en sortir 5, Saint-Étienne, 3, Dunkerque, Reims, Montpellier, avec peut-être Red Star, Pau, Nancy, Clermont, qui seront pas loin. Ça fait 10, Claire. Non. Si je devais en sortir 5, je t'en donne 10. Non, là je t'ai dit mon potentiel top 5, entre guillemets, les 5 équipes dont j'ai à peu près la certitude qu'elles vont être dans le coup. Et voilà, après il y a 3-4 surprises, Clermont, Red Star, Nancy, Pau, qui pourraient, pourquoi pas, faire office de surprise. Mais voilà, les 5 que je t'ai cités avant, pour moi, c'est quand même des valeurs sûres de Ligue 2, et je les vois pas jouer le maintien, quoi. C'est ça que je veux dire. Adrien, t'es d'accord avec ces pronostics? Ouais, moi j'inclurais Laval aussi, parce que Laval, l'année dernière, si, c'était pas loin non plus d'accrocher les barrages. C'est vrai. Mais c'est vrai que 3 cette année, c'est pas mal. Alors Nancy, moi j'aime. Non, je vois pas trop Nancy, parce qu'ils sont sur une euphorie par rapport à la remontée de l'année dernière de National. Et quand tu es sur une montée comme ça, il y a 4, 5, 6 matchs, une dizaine de matchs où tu es euphorique. Et du moment où tu commences à perdre, on l'a vu déjà sans avoir recruté plus que ça. Voilà, sans avoir recruté plus que ça sur une saison, la saison est longue. Donc il y a la Coupe de France aussi, il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte. Mais ouais, je vois bien 3, Montpellier, Reims. Même si Montpellier, j'ai mis un petit bémol dessus, parce que pareil, au niveau recrutement, ils n'ont pas trop. Alors je souhaite tout le bonheur du monde à Papus, que je connais bien. Donc ça serait bien qu'ils remontent. Ouais, mais Laval, enfin Saint-Etienne, 3, Reims qui sont dans les 3 premiers, je pense. Et les 4-5, je vois bien Laval et Dunkerque aussi. Ok. Adrien, le calendrier de Saint-Étienne, le prochain calendrier de Saint-Étienne, c'est la réception de Reims le 20 septembre, le déplacement à Amiens le 23, réception de Guingamp et déplacement à Montpellier. Sur ces 4 matchs-là, sur les 12 points possibles, à partir de combien tu juges que le contrat est rempli? Je dirais 8 points. Il t'en faut 8, tu les vois prendre contre Reims, tu les vois prendre contre Guingamp. Moi je vois, oui, déjà. je vois battre. Ouais, Reims Guingamp déjà, pour moi c'est 2 victoires. Après, aller chercher un petit nul à Montpellier. Mais ce qui est bien, c'est que Montpellier nous aurait subi en ce moment. On a vu l'année dernière le match qui a été arrêté malheureusement, mais Montpellier c'est une équipe qui est abordable. Et je pense qu'on est capable même d'aller faire une victoire à Montpellier. Amiens, après Amiens, c'est un petit peu. Alors surtout que j'ai un gardien qu'on connaît bien, qui est parti qui a signé là-bas, Bernard Denis, et qui fait apparemment un très bon début de saison. Donc se méfier d'Amiens quand même. Clem, sur ces 12 points, jusqu'à la prochaine trêve? Alors oui, en effet, je pense qu'à partir de 8-9 points, le contrat sera rempli. Après, si on devait dire un objectif, tu nous vois perdre des points je nous vois. Alors, je nous vois prendre des points déjà à domicile, 6 sur 6. Pour moi, ça doit être l'objectif vraiment. À chaque match, ça doit être de prendre 3 points à domicile. C'est un sacré message si tu tapes Reims à domicile avec la manière. Ouais. Mais c'est important. Je pense vraiment que c'est important. Après, Amiens, on se présentera quand même largement en favori, même si c'est jamais évident. Et à la limite, s'il devait y avoir un petit accident, ce serait un nul à Montpellier. Parce que je trouve pas que ce soit une équipe qui me fasse particulièrement rêver sur le début de saison. Mais il y a quand même des joueurs de qualité, ça sera pénible à jouer. Donc pourquoi pas un match nul là-bas. Donc voilà, je dirais qu'à partir de 8-9 points, le contrat sera rempli. Et si on en prend 10, ce sera très bien. Et 12, encore mieux, génial. Ok, avant de faire un focus, messieurs, sur le match contre Reims, qui va être le premier gros choc, on va dire, de notre saison en Ligue 2. Je vais vous poser une question, elle est dans le programme, et c'est vrai qu'elle a le mérite d'être... de devoir vous mouiller un petit peu. Est-ce que tout autre classement qu'une première place à la fin de la saison serait une faute pour Saint-Étienne, Clem?
La définition d'une faute, c'est le fait de manquer En quelque gros, chose. Voilà. est-ce que si on n'est pas champion, t'aurais quand même. La montée c'est bien, mais t'as un petit goût de dire hein, avec ce qu'on avait entre les mains quand même. Ouais, clairement, j'aurais ce goût-là. L'objectif, c'est d'être champion et le club s'en est pas caché d'ailleurs en interne ou auprès des partenaires. Et au vu du recrutement qui a été fait, de l'effectif qu'on a et surtout du manque de moyens de la quasi-totalité des clubs de Ligue 2, te doit d'être champion. Alors bon, si on est deuxième et qu'on monte quand même, ce sera cool. Mais franchement, cette saison, pour qu'elle soit vraiment belle, il faut qu'on soit champion. Ouais, donc c'est l'objectif assez clair et net et il y aura un goût d'inachevé si c'est pas le cas. Adrien, de cet avis aussi? Complètement d'accord. Complètement d'accord. Tu ne peux pas être champion avec l'équipe que tu as cette année. Comme disait Clem, avec le peu d'investissement des autres équipes, quand tu vois que tu es capable de mettre 25 millions d'euros sur le recrutement, t'as pas le droit de ne pas être champion. C'est clair, quand t'as mis sur le recrutement Sur le l'équivalent recrutement en temps d'argent, de la valeur. De l'effectif de certains clubs. c'est clair. D'ailleurs, on nous compare avec on est le PSG de la Ligue 2. Hein. Oui. Et non, le titre, c'est même primordial. Ouais, en fait tu arrives tu commencerais l'année prochaine avec la jauge de confiance au max et avec un statut Au maximum, oui. qui serait plus sympa. Bon, mais messieurs, je pensais que c'était une question peut-être qui allait vous tirailler un petit peu, mais vous êtes unanime sur le fait. Dites-nous aussi vous dans les commentaires si pour vous Tout autre résultat que champion serait limite une déception. ou si pour vous vous êtes plus pragmatique et seule la montée compte. J'ai hâte de voir quelle sera la réponse de ce débat de la semaine. On va quand même parler du match qui nous attend le week-end prochain. La réception de Reims. Reims qui nous fait un début de saison poussif. Alors ils ont perdu du monde, ils ont pas recruté. Est-ce que malgré tout, ça reste un concurrent direct et un match qui peut être piégeux, tu penses, Adrien? Bien sûr, c'est un match reste un match qui est piégeux, mais vu l'effectif, je reviens encore sur l'effectif qu'on a, pour moi, il n'y a pas photo. On a quand même gardé Oui. l'effectif au complet de la saison dernière. Oui, nous À part on a perdu Paris. que ceux qu'on voulait perdre, alors que eux, ils ont pas eu Voilà, le choix. exactement. Ils ont pas eu le choix. S'ils voulaient vraiment même rester en Ligue 2, ils étaient obligés de faire des rentrées d'argent et pour ça, ils ont dû vendre. Ils ont vendu leurs meilleurs joueurs, donc c'est quand même compliqué pour eux. Malgré ça, ils restent quand même à la limite du podium. Il va quand même falloir se méfier parce que de partir la fleur au fusil sur un match comme ça serait bête de se voir gagner tout de suite. Mais je pense que ils savent le boulot qu'ils ont à faire. Je pense qu'ils ont déjà à se rattraper du match contre Grenoble parce que contre Grenoble, on a perdu 2 points bêtement. C'est malheureux, mais on perd 2 points. On devrait pas être à 1 point d'avance au classement, mais avec 4, enfin 3 même. Donc oui, je pense que le match devrait se passer dans les meilleures des façons pour l'équipe. Ils vont prendre le match dans le bon sens. Ils vont mettre tout en œuvre pour justement. Après, voilà, pour moi, il faut qu'ils démarrent avec Stassin devant. Ah, ça, on va faire le point compo après. Clem, cet effectif de Reims, cette équipe de Reims qui fait un départ en demi-teinte, est-ce que pour toi, tu vois aussi un petit piège potentiel ou vraiment non, là, il y a quand même une classe d'écart? Oui, il y a une classe d'écart parce que eux, comme l'a dit Adrien, ils ont perdu des joueurs. Ils ont perdu Atangana, ils ont perdu Koné, ils ont perdu Diouf, leur gardien, ils ont perdu Ito, etc., etc. Alors que nous, on a gardé tous nos bons joueurs. Euh, Maintenant, ça reste quand même, comme on l'a dit tout à l'heure, un prétendant à la montée. L'équipe qui, sur le papier, va être la plus intéressante qu'on aura eu à affronter depuis le début de saison. Alors, même si on est à domicile, bah oui, ça va être quand même un vrai test. Ça va être le choc de ce début de saison de Ligue 2, je pense, on peut le dire. Donc oui, c'est un rendez-vous à pas manquer, un rendez-vous qui va être intéressant et avec une vraie adversité, je pense. On va devoir parler un peu compo, on va devoir se mouiller un petit peu. Est-ce que pour vous, avec le match qu'il y a eu ce week-end, Stassin titulaire, Clem, t'es assez d'accord? Oui, je pense Le que retour, là, ça. le retour de Zuricho dans l'effectif, un milieu de terrain qui va rester à peu près inchangé, il n'y aura pas de retour de Mouefek a priori pour l'instant. Qu'est-ce que tu nous concocterais sur la compo, Clem? Je partirai avec la même défense, avec Bernauer à gauche, Nadé Lamba en charnière et Ferreira à droite. Milieu de terrain,
je le vois bien, Horneland, remettre Tardieu en 6 comme il a fait sur la fin du match et partir avec Jaber Miladinovic en relayeur. Ok. Et en pointe, Stassin, évidemment. À gauche, David Alvili, évidemment. Et à droite, ce sera Cardona ou Boakier. Peut-être Boakier. Peut-être Boakier. Pour le récompenser. C'est ça. C'est quand même dur de le sortir vu les stats Ouais. qu'il a. C'est Et vrai. même dans le contenu, en vrai, sa première mi-temps, certes, il rate Oui. une occasion et C'est tout. le meilleur, Mais c'est le pour moi, meilleur en c'est première mi-temps. largement le meilleur offensif qu'on a en première mi-temps. Il y a pas photo, vraiment. Ouais, il a ce truc de se placer entre les lignes à chaque fois. Il C'est ça. est C'est ça. Il est insupportable, je pense, intéressant. pour les défenseurs. Il doit être insupportable. C'est clair. Adrien, sur la compo, est-ce que tu. Voilà, le même 11 que Clem, exactement le même 11. Et je vois plus Bocaï commencer à la place de Cardona. Après, sur l'aile, Et, est-ce que ça lui rend service? On voit quand même qu'il est hyper efficace quand il est dans l'axe. il est efficace que Tedax, mais je pense pas qu'il a l'efficacité de Stassin. Moi, ça. Stassin est quand même plus. Je trouve plus tranchant quand même, Ouais, Stassin. bah, c'est sûr. Mais est-ce que pour toi, ça va être sain, cette rotation devant, parce que tu as quand même des mecs que tu dois mettre sur le banc tous les week-ends, quoi. Donc des gars comme Cardona, des mecs comme Boakier qui prouvent, qui ont des stats. Bah, tu dois faire tourner parce que t'en as deux indéboulonnables entre Zuricho et Stassin, quoi. Oui, mais ils le savent déjà qu'il va y avoir un turnover. Parce qu'avec l'effectif qu'il y a, déjà, il va falloir que tu joues toutes les compétitions. Voilà, il n'y en a pas 50, la Coupe de France et le championnat. Parce que pour moi, le championnat est beaucoup plus important que la Coupe de France. Mais ils n'ont pas le choix. Ils n'auront pas le choix de concerner tout le monde. Et pour concerner tout le monde, il faut que tu fasses tourner. Si tu fais toujours jouer les mêmes joueurs, à un moment ou à un autre, ça peut enrayer la machine. Tandis que là, comme il est en train de faire pour le moment, parce qu'on parle de Stassin, on parle de Bocaï, on a Dufus aussi. Ouais. Et Dufus, c'est quand même un bon joueur. Après, lui, Donc, je pense qu'il est arrivé avec ça dans la tête, Dufus, qu'il allait être doublure, quoi qu'il arrive. oui, oui, ça, il l'a bien compris. Mais on a vu le premier match qu'il a fait contre Rodez. C'était une dizaine de frappes dans le match. Ouais, C'est énorme pour un attaquant. ouais, c'est clair. 10 frappes dans un match et un paquet de frappes cadrées, dont un but. Donc je pense que voilà, il y a un turnover à faire et je pense qu'il le réalise bien pour le moment. Et je pense que tout le monde en est bien conscient et tout le monde tire dans le même sens pour jouer, pour faire monter Saint-Etienne. Bah, disons que tant que les résultats suivent, tu penses que ça va bien se passer, quoi. Voilà. Oui, tant que les résultats suivent, ça se passera. Et je pense ils sont assez complémentaires et assez. Je pense qu'il n'y a pas de problème entre eux. Je pense que tout le monde s'entend bien pour le moment. Après, Ça voilà, a c'est une l'air. équipe qui marque bien pour le moment. Donc, quand ça marche bien, tout va bien. Après, il se peut que voilà, s'il y a un petit caillou dans la machine, ça peut gripper tout ça. Mais je pense pas. Franchement, je pense pas, vu l'état d'esprit qu'il y a pour le moment. Bah, un match comme hier, les dernières, tu le perds. Quand tu perds 1-0, C'est clair. c'est cuit. La tête, c'était tout le monde la tête dans le guidon, tandis que là, ben, t'as su réagir tout de suite en début de deuxième mi-temps. Donc, on voit que tout le monde est concerné. C'est clair, les entrants, l'avantage d'un effectif comme ça, c'est que les entrants sont hyper impactants parce qu'ils sont du même niveau que les mecs qui sont sur sur le gazon. Euh, on va devoir se mouiller, messieurs. Il nous reste une grosse minute d'émission. On va devoir passer aux instants pronos. L'occasion de féliciter Antoine qui avait pronostiqué le bon score et le bon buteur la semaine dernière et qui empoche donc le maximum de points. Le monsieur Laurent Batles qui était là autour de la table la semaine dernière avait donné le bon vainqueur Estassin, donc il le suit de près. Et Colin, Keun, pareil, et Colin a fait un 0 pointé. Ça c'est terrible. Ça on espère que ça n'arrivera pas que ça ne vous arrivera pas à vous, messieurs. Et c'est pour ça que maintenant que vous avez toutes ces données, vous savez que avoir le bon vainqueur rapporte des points, avoir les bons buteurs rapporte des points, et le bon score, alors là on touche au Graal. Je vais laisser Adrien commencer. Qu'est-ce que tu pronostiques pour ce match? Il me faut le score et les buteurs pour Saint-Étienne. Alors, moi, je dis 3-1 pour Saint-Étienne et Davidashvili, Stassin et Dufus. Oh, 3 buteurs différents. Oui. Avec une entrée du coup qui serait marquante pour Dufus. C'est joueur. On apprécie. Clem. Je vais dire 3-1 également pour Saint-Etienne, avec des buts de Zuricho, Tassin et pas Dufus, mais El Jamali.
la grosse cote. Oh là là, oh là là. Oh, messieurs, vous nous régalez parce que pour que Edge Ali et Dufus rentrent, il va peut-être falloir que les circonstances soient alignées. Non, c'est beau, c'est beau. Qu'est-ce que je peux dire? Moi, je vais dire 2-0. Stassin et Cardona. Tiens, Stassin et Cardona. Je sais pas pourquoi, Cardona. Bon, on verra bien. Mais En tout cas, Gauthier Larsonneur restera invincible et invaincu ce week-end, je vous le dis. je vous le dis, ça, je m'y engage. Messieurs, ça ne m'engage à rien, moi, perso. Donc, apparaître dernier au quiz, ça m'est pas grave. Messieurs, c'était un plaisir d'avoir partagé cette émission avec vous. Merci à vous de nous avoir écoutés du coup en replay ou sur la diffusion YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour le débrief. Je crois que c'est encore moi qui serai avec vous la semaine prochaine. Mais cette fois-ci, ça sera en direct, sans problème. Donc vous pourrez venir dans le chat lundi 21h pour échanger avec nous sur le match et la victoire contre Reims, bien entendu. En attendant, il me reste à vous souhaiter une bonne semaine. Prenez soin de vous et allez les Verts. Ciao. Ciao, bonne semaine. Allez les Verts.